Donc, quand l'oubli efface les changements, c'est juste pour attirer votre attention sur quelque chose qui est finalement assez dans l'aval de ce que je viens d'entendre. Hein, c'est finalement en quoi pouvons-nous créer une ligne de référence, puisqu'on a parlé de ça, on verra que c'est plus compliqué que ça en fait, à partir de notre simple mémoire. Alors, la notion qui est derrière, c'est une notion finalement assez récente, qui date des années 90, qui a été mise en place par Poli à propos des pêcheries au large des côtes de Floride, de l'Atlantique, et qui a montré qu'effectivement, la plupart des gestionnaires halieutiques considéraient comme finalement la situation normale celle qu'ils ont connue en début de carrière. Donc, ce qui n'est pas forcément... Enfin, c'est un problème en soi, parce que ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que de génération en génération, on s'habitue graduellement à un changement dans la structure de cette communauté que vous voyez là, et qu'on va trouver finalement normal d'avoir des petits poissons maintenant, alors que 2 générations d'avant, on avait des trucs qui étaient assez géants. Alors, c'est quelque chose qui était important. Il l'a défini par un texte que vous voyez là, hein, que je vous ai résumé oralement. On va aller assez vite. Ça a une réalité. Hein. Voilà à peu près ce que sont les trophées qui ont été trouvés au large des côtes de Floride, dans l'archipel des Keys. Et vous voyez qu'en 1957, la moyenne des prises était de 20 kg. Ça, c'était la période d'Hemingway. Et que maintenant, en 2007, la moyenne des prises est de 2 kg. Mais ça, on ne s'en souvient plus. Finalement, quelqu'un qui prend un poisson de 5 kg maintenant, il est content. Hein, alors que finalement, on est dans une situation, par rapport à 1957, qui peut être considérée comme anormale. On reviendra sur cette idée d'anormalité. Alors, un exemple le plus proche de nous, il y a eu un très très bon article qui est paru dans La Montagne à propos du Limousin, et avec le titre « Il n'y a guère anguille sous roche autour de la disparition de cet emblématique poisson ». Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'au XIXe siècle, quand on regarde les vieilles données historiques en Limousin, on s'aperçoit que l'anguille était signalée comme très abondante. Il y avait même des anguillières, c'est-à-dire des dispositifs qui étaient sur les cours d'eau qui permettaient de piéger les anguilles et qui en faisaient, en fin de compte, un commerce qui était lucratif et en tout cas alimentaire. Côté Corrèze, on a retrouvé des courriers d'habitants qui écrivaient parfois au préfet pour se plaindre que quand même, il y avait beaucoup d'anguilles, mais il y en a de moins en moins. Bon. 20e siècle, barrages, etc. Là, on a oublié qu'il y avait des anguilles, carrément. Hein. Donc, on est pendant une grande période, en regardant les données historiques, on s'aperçoit que plus personne n'en parle. Bon. 21e siècle, à ce moment-là, on s'aperçoit que les populations de truites, qui avaient quand même profité un peu de la disparition de l'anguille, commencent à disparaître elles aussi. Donc, on va s'intéresser aux truites. Hein. Et en pêchant la truite dans le Limousin, le problème, c'est que l'anguille devient le bouc émissaire parce que c'est elle qui peut manger les frais de truite. Donc, on est passé d'un statut, par défaut de mémoire, de l'anguille ressource principale du cours d'eau à l'anguille prédateur dans le cours d'eau d'une autre ressource qui est elle-même en déclinante, la truite. Alors j'imagine que la génération suivante va s'habituer à la disparition de la truite et va trouver peut-être des poissons blancs comme la ressource intéressante de la rivière. Donc vous voyez le mécanisme. Alors la Loue est typiquement aussi dans ce contexte-là. Hein, c'est-à-dire on avait une rivière qui à un moment donné était la reine des rivières, on y avait des droits de pêche qui étaient extrêmement élevés. Et maintenant, eh bien, le problème, c'est qu'on a perdu à peu près 30, 60, 80%, ça dépend des estimations et des segments du cours d'eau, de la biomasse en salmonidés. Pour des raisons de pollution, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Alors, les exemples de ce type-là, ils sont innombrables. Hein. Le grand hamster, qui est une espèce maintenant hautement protégée, était une plaie agricole, ne serait-ce que dans les années 70. Qui s'en souvient ? C'est-à-dire que finalement, on détruisait le grand hamster parce que c'était un problème pour les agriculteurs. Inversement, le campagnol terrestre, qui maintenant est la vedette en quelque sorte épisodique et cyclique de nos campagnes, de nos prairies franc-comtoises d'altitude, avant les années 70, c'était une espèce virtuellement inconnue. Elle était totalement inconnue d'ailleurs en Haute-Romanche, alors que maintenant elle y est pullulante. Bon. Les ornithologues ont des exemples aussi innombrables. Imaginons que mes parents, les miens en tout cas, ont connu une Europe sans tourterelle turque. Toi, tu l'as connu quand même aussi, Bernard, j'imagine. Hein. La grive litorne, je me souviens là, j'étais jeune ornitho, on allait se courir, voir les premières litornes, parce que il y avait une colonie de litorne dans la tourbière machin chose, on va aller les voir. C'était quelque chose d'énorme. Maintenant, il y en a partout. Hein. Bon. Les exemples plus subtils d'oubli, c'est celui du décalage des
observations d'oiseaux. Alors là, c'est quelque chose qui nous vient de l'Atlas des oiseaux nicheurs des oiseaux tout court de Franche-Comté, pas seulement de nicheurs. Hein, vous voyez que progressivement, au cours des années, probablement du fait du réchauffement climatique, on a une arrivée de plus en plus précoce des hirondelles rustiques. Qui va s'en souvenir? Alors le problème, c'est le qui va s'en souvenir, puis est-ce que c'est si important que ça? Alors déjà, la mémoire est très courte. Si vous parlez à un franc-comtois, il va vous parler de la tradition du comté qui vient du Moyen-Âge et de la Montbéliarde qui est la reine des vaches. Bon. Si vous regardez les peintures de Gustave Courbet, vous voyez que la Montbéliarde a une drôle de tête. Et là, vous avez un cochon que vous pouvez apercevoir parce que la lumière n'est pas trop bonne, mais il est noir et blanc. J'ai jamais vu un cochon noir et blanc en Franche-Comté. Si vous regardez Pontarlier, je crois vous l'avoir déjà montré dans un autre colloque, mais enfin c'est toujours aussi spectaculaire. Vous voyez ici la Cluse, hein, qui est repérée ici aussi. L'église de Pontarlier qui est là, on va la retrouver à peu près ici. Et vous voyez que les sommets des montagnes sont effectivement forestiers, mais que toutes les pentes sont des herbeuses, c'est des prairies. Alors que maintenant, la forêt descend jusqu'en bas. Alors, quelle est la référence? Quel est le bon écosystème? Finalement, je ne sais pas répondre à cette question-là. Si on regarde même les cartes, c'est assez frappant de voir, par exemple, sur une photo aérienne 2020, la différence qu'il y a avec ce qui existait 200 ans plus tôt en termes d'occupation de l'espace, non seulement parce que le couvert forestier y était beaucoup plus réduit à cette époque, et pourtant il y avait de l'ours, et pourtant il y avait du loup, et pour autant, cartographié à 1200 mètres d'altitude, on avait des champs labourés. Donc vous imaginez maintenant dans la région de Mout, sur le Rizou, des champs labourés et des gens qui y vivaient en permanence. Maintenant, c'est fini ça. Hein. La grosse manque qu'on a, c'est le manque de données sur les années sur le XXe siècle. Il y a des données historiques, voire préhistoriques, qui sont finalement assez accessibles, mais sur les données récentes, on a peu de données sur la petite faune, tout simplement parce que les naturalistes n'ont été dotés de jumelles qu'au début des années 60 et puis de livres de guides de détermination. Donc pratiquement du début du siècle jusqu'aux années 60, les données sont extrêmement éparses. Alors il y a la chasse. Hein, les mémoires de chasse, vous voyez le tableau ici, il y a le fonds photographique martelé à Neuzeroy qui en est le dépositaire. Ce qu'on appelle le fonds de chasse, c'était le lièvre et le petit gibier. Mémoire familiale, on allait se faire photographier, ça c'est ma femme, près des nids à tétras à Mignot-Villars. Parce qu'on trouvait des nids, alors c'était super, on y allait en famille. Bon, vous imaginez un peu maintenant, ouais, ça c'est le grand-père de ma femme, bon, avec un tétra. Bon. Donc, je peux le dire maintenant, il y a prescription. Hein. Donc, la mémoire de chasse nous dit quand même que les systèmes, les agrosystèmes ont terriblement changé. Bon, vous avez le remembrement qui s'est placé dans les années 50-60, vous voyez le parcellaire de Sambacourt avant et maintenant. Mais vous voyez qu'à l'époque, ce qu'on peut déduire de ces mémoires de chasse, c'est qu'on avait plutôt quelque chose qui était centré sur le petit gibier, lièvre, perdrix, caille, grand tétras bien entendu, mais le sanglier était virtuellement inconnu en altitude, le chevreuil très très peu abondant, le renard très très peu abondant. Il faut voir qu'à l'époque, il y avait la foire de sauvagine à Châlons, et qu'une peau de renard valait son prix, c'est-à-dire qu'on avait à ce moment-là un 3e mois quand on était garde, un 13e mois, pardon, sur la vente des peaux. Bon, maintenant, le système du Haut-Doubs, c'est celui-là. Petit gibier, il n'y en a plus, pratiquement, lièvre, tétras en régression énorme. Par contre, on a eu une montée des grands ongulés et derrière du lynx, du loup et des populations de renards. Donc finalement, le système dont on a perdu la mémoire, c'est celui-là, parce que quand on pense au Jura, on pense ça, on ne pense pas ce qui existait il y a seulement 30 ou 40 ans avant. Alors, est-ce que c'est important ? Alors bien sûr, ça a fait l'objet, ce concept, ça a excité tout le monde. C'est bon. L'amnésie environnementale, clé ignorée de la destruction du monde, carrément. Hein. Et puis l'amnésie écologique, ce mal silencieux qui se transmet de génération en génération. Quel niveau de référence des populations d'oiseaux en France? Ne pas perdre la mémoire. Donc cette idée de mémoire est une question. La bonne mémoire est-elle une référence écologique de gestion fiable? Alors on l'a dit tout à l'heure, on en revient aux exposés qui ont été faits précédemment, c'est que derrière, tous nos systèmes sont quelque sorte changeants, adaptatifs, subissent une évolution darwinienne, bien entendu, hein, et que ce qui s'est passé avant n'était pas forcément, ça peut l'être, mais n'était pas forcément mieux que ce qui est maintenant. Et ce qui était avant n'est pas toujours possible. Je veux dire, reconstituer les paysages de Courbet dans la vallée de la Loup, ça a été une ambition à un moment donné, supposerait d'autres systèmes économiques que ceux présents. Donc si vous voulez faire ça, si vous voulez
abolir cette amnésie environnementale pour revenir à ses états initiaux, ça supposerait de changer de société, ni plus ni moins. On a des nouveaux écosystèmes. Les écosystèmes urbains, qui vont être de plus en plus végétalisés pour des raisons de réchauffement climatique, posent tout un tas de questions. Comment on coexiste avec les renards? Comment on coexiste avec les sangliers? Comment on coexiste avec le moustique tigre? Entre autres. Hein. La bonne mémoire est-elle une référence fiable? Entre la mémoire, même s'il était bonne, et maintenant, on a des destructions d'habitats, on a des problèmes de surexploitation des populations animales et végétales, on a la question des changements climatiques, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas revenir en arrière. Les pollutions sur lesquelles on ne peut pas revenir aussi, il y a tous ces produits rémanents qui sont maintenant dans l'environnement et dont on ne peut pas les extraire. On a la propagation anthropique d'espèces invasives, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème désirable? Est-ce que notre mémoire peut nous aider à affiner cette désirabilité? La question, elle reste tout à fait entière. Et donc, je vais être dans les temps. Hein. Donc, en résumé, l'amnésie environnementale, on l'appelle aussi amnésie écologique ou amnésie générationnelle, est d'autant plus grande que les systèmes d'observation objective et d'archivage sont défaillants. Et là, on a parlé des naturalistes. C'est eux qui ont ça en dépôt, avec d'autres, mais pas. Ils ont, à mon avis, la plus grande part. Hein. Il y a aussi d'autres instances, comme je pense les milieux chasse, qui ont aussi une forme de mémoire sur certaines espèces. Mais les milieux naturalistes sont très probablement les garants de 90% de l'information et plus. Hein. Elle peut expliquer, cette amnésie environnementale, une habituation progressive à des écosystèmes dégradés. Donc ça, faut y être attentif. C'est quand on voit une dégradation progressive de l'écosystème, il y a un signal qui doit nous être donné. Et ça, cette amnésie peut être redoutable. C'est le cas pour les pêcheries, par exemple, mais c'est aussi le cas de ce qui se passe à court terme chez nous. Mais le problème, c'est que le vivant évolue et la bonne mémoire n'est certainement pas une référence suffisante pour définir à elle seule un optimum écologique à un temps donné. Ce qui nous ramène à la première conférence, qui nous disait très clairement qu'à un moment donné, il y a besoin d'un accord sur ce qu'est un écosystème désirable et que cet accord doit se faire sur l'idée quand même de le préserver pour les générations futures, c'est-à-dire de préserver son potentiel évolutif et pas de préserver figé, pour que les générations futures puissent être accompagnées par des évolutions d'espèces, par des disparitions d'espèces aussi, mais des disparitions qui ne seraient un peu moins provoquées qu'elles ne le sont maintenant par l'homme. Voilà. Je dois être dans mon temps. C'est bon? C'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Et du coup, j'ai une question sur ce gardien de la mémoire. On voit bien que c'est nécessaire. La démonstration est assez éloquente. Mais finalement, la mémoire, il y a des mémoires. Je pense que tout le monde n'a pas les mêmes souvenirs, les mêmes regards sur le passé, les mêmes expériences surtout. On peut s'appuyer sur, j'imagine, de la data, pas photographique, cartographique, etc. Mais d'abord, on peut les interpréter différemment. Et en outre, qu'est-ce qui se passait avant que ce support n'existe? Et du coup, ma question, c'est comment on devient gardien des mémoires et c'est par quels outils et de quelle manière vous imaginez, dans les milieux naturalistes, remettre ces mémoires au cœur aussi de vos réflexions et de vos observations? Alors j'aurais tendance à penser que côté naturaliste, actuellement, avec les énormes banques de données qui sont entretenues des données d'observation, la mémoire, là, elle commence à être entretenue. Alors bien sûr, c'est des données qui sont souvent pas protocolées, donc ce qui pose problème, mais il y a de plus en plus, on a parlé de sciences participatives, elles le sont de plus en plus, parce qu'il y a quand même une perméabilité entre les milieux scientifiques et les milieux naturalistes qui est de plus en plus forte. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Hein. On a de plus en plus de dépôts de données. L'obscurité nous vient plutôt de la période pré-années 70, on va dire, où là, on a une période de blanc. J'ai découvert, par exemple, que le chamois, qui pour moi était le constituant des écosystèmes du Jura, était inconnu dans le Jura depuis le néolithique, jusque pratiquement dans les années 70, où il a commencé à coloniser. Donc on a un gap, à la limite, sur l'actuel. Enfin, sur l'actuel ou le récent, sur, je dirais, les 1000 dernières années. Si on va plus en arrière... Michel me contredira si je dis des bêtises, et puis Hervé qui sont là aussi, on recommence à avoir des données qui sont issues de dépôts dans les grottes ou de choses comme ça qui nous renseignent quand même. Hein. Mais sur les 1000 ans, on a quelques ouvrages, frères rogériens, des choses comme ça, mais c'est très partiel, très difficile.
Et d'autant plus que nous-mêmes, on a nos fantasmes. C'est-à-dire que pour le moment, si on va dans le Haut-Jura, si on leur dit, écoutez les gars, on va supprimer tous les grands ongulés, le loup, bon, l'ours, il n'y en a pas, mais le loup, on n'en a rien à foutre, le lynx aussi, on va vous remettre du petit gibier et une agriculture qui le produit. On a beau avoir une bonne mémoire, je ne suis pas sûr que ça soit désiré par les gens. Oui, ce qui est une question supplémentaire, je dirais, voilà, qui complexifie. Du coup, je vais prendre peut-être une question qui peut... Est-ce qu'il y en a une? Sinon, on va démarrer la table ronde. Il n'y a pas de souci. OK. Et Patrick, oui, je t'invite. Et puis, je veux bien que Frédéric et Vanessa nous rejoignent.